Je regrette un peu, alors que c'est un des seuls films pour le moment qui existe sur la Cour pénale internationale, que l'on n'axe pas un peu plus le film sur une vulgarisation de qu'est-ce que la Cour, quelles sont ses compétences. En fait, c'est un palais de justice, un bâtiment, avec du personnel judiciaire qui n'a pas de territoire, qui a des enquêteurs mais qui ne sont pas des policiers, c'est-à-dire que ce n'est pas une force de l'ordre. Le grand challenge, qui reste un challenge actuel, c'est le soutien des États. Alors aujourd'hui, le traité international, le statut de Rome, c'est son nom, qui a permis la création de cette cour, est ratifié, donc a été souscrit par 110 États au monde. C'est assez considérable quand on voit l'état de non-démocratie sur la planète. Ça veut quand même dire qu'il y a aussi, parmi les États parties, des États qui sont pas spécialement toujours très glorieux dans le respect des droits de l'homme et qui considèrent que, du moins au moment où ils ont ratifié, que la lutte contre le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, ça passait parmi leurs priorités. La Belgique reçoit, par rapport à des États non en conflit, le plus grand nombre de demandes d'entraide de la Cour et des autres tribunaux internationaux. On traite dans mon service environ 2 nouvelles demandes d'entraide toutes les semaines, c'est assez énorme. La Cour, c'est aussi une institution qui a permis pour la première fois de poursuivre effectivement des crimes ou des faits qui ont été régis en crimes et qui jusque-là n'avaient jamais été considérés comme des crimes de guerre ou des crimes internationaux. Il faut quand même se rappeler que les États-Unis, à Rome, ont voté contre l'adoption du statut parce qu'ils ne pouvaient pas complètement contrôler la possibilité de saisir la Cour. Donc les Américains auraient voulu que seul le Conseil de sécurité puisse saisir la Cour, et comme vous savez, le Conseil de sécurité ne peut pas prendre une décision si un des 5 États permanents, dont les États-Unis, vote contre une décision du Conseil de sécurité. C'est ce qu'on appelle le droit de veto. Donc ça leur plaisait pas trop, donc ils ont quand même voté contre, mais malgré tout, ils sont restés engagés dans le processus de négociation jusqu'à ce que George Bush arrive au pouvoir, et alors là, on les voyait même plus dans les salles de réunion. Major powers, China, Russia, and the United States had not joined, and the U.S. was actively opposed to it. Dear Mr. Secretary General, this is to inform you in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court that the United States does not intend to become a party to the treaty. Sincerely, John R. Bolton, May 6, 2002. The notion that somehow we're obliged to sign on to a treaty just because a lot of other people have done it, frankly, is ridiculous. If that's American exceptionalism, I'm an American exceptionalist. This was the opening salvo of a very aggressive anti-ICC campaign by the United States to discourage other governments from joining the ICC. The Bush administration went on an ideological jihad against the International Criminal Court. The U.S. told governments that unless they returned any U.S. citizens sought by the International Criminal Court, those governments would lose all economic and military assistance. Et effectivement, ils ont pris des mesures très actives de sabotage. D'abord, il y a une loi américaine qui était adoptée qui autorisait le recours à la force armée pour libérer un Américain ou une personne sous contrat américain qui aurait été arrêtée par la Cour. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Barack Obama, on a à nouveau un revirement, et surtout avec l'arrivée d'Hillary Clinton au secrétariat d'État. Le clan Clinton, si je puis dire, est un clan qui a toujours été engagé positivement dans la Cour. C'est sous la présidence du mari que les États-Unis ont été le plus positivement engagés dans la Cour. Et Hillary Clinton, personnellement, est convaincue par la nécessité de réengager les États-Unis dans le processus, à tel point que, lors d'une visite récente, une tournée récente en Afrique, dans un débat dans une université au Kenya, elle a explicitement dit que, selon elle, les États-Unis devaient à nouveau faire
redonner une portée à la signature du statut et envisager à moyen ou à long terme la ratification du statut par les États-Unis. Le nouveau envoyé spécial du président américain pour les crimes de guerre vient de faire une déclaration publique également exactement dans le même sens, en indiquant que les États-Unis n'ont rien à craindre de la Cour, puisque si les Américains commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, ils seront bien sûr poursuivis par la juridiction américaine, et donc la Cour, comme la Cour est complémentaire, la Cour n'est pas là pour faire la justice dans le monde, elle est là pour faire la justice là où les États ne font pas justice. It was estimated that over 4 million people had died in the Congo as a result of the war, the worst conflict since World War II. La Cour n'est pas là pour porter des actes spectaculaires, elle est là pour porter des actes qui ont une portée symbolique, qui, dans le quotidien des gens, à terme, aura une portée spectaculaire. C'est ça qui est important. La Cour, elle existe depuis quelques années, comme ça a bien été dit à la fin du film, il faudra la juger dans 20 ans, commencer à la juger vraiment dans 20 ans, son action. Mais la Cour, elle est là pour toujours, potentiellement, tant que notre civilisation axée sur la justice existera. Ils ont encore le sentiment là, de l'impunité. Ils remarquent que voilà, mon bourreau est tel. Il n'est pas puni, il n'est pas arrêté. Et c'est un sentiment de frustration qui est dans les gens. Ndio, ni kweli lazima wakuwe jije kwa sababu tunasikia tribunali ya Cour Penale Internationale iko lazima wawafunge na wawasambishe. Hatuwezi kuacha bure, lazima wawasambishe. Au début, les ONG ont contribué à sa création et les ONG disaient c'est notre petit bébé. Maintenant, il est temps de la laisser grandir, de la laisser faire ses propres pas. Et les ONG sont là pour la soutenir, mais elles sont là aussi pour, et on le disait, on le voyait dans le film, elles sont là aussi pour faire des critiques constructives. Pour vous dire peut-être comment ça se passe en pratique, les victimes ne comparaissent pas physiquement devant la cour, elles sont représentées par un avocat. Donc nous qui travaillons avec des victimes pensons qu'il y a des mécanismes pour que cette participation fonctionne à travers par exemple une représentation légale commune, c'est-à-dire un avocat qui représente plusieurs victimes. Mais c'est un système assez complexe parce que je vous dis qu'il y a un avocat à La Haye qui représente des victimes du Congo et il n'y a aucun lien entre cet avocat à La Haye et ces victimes du Congo. Vous allez me dire ça ne sert à rien et vous aurez raison parce que le sens de cette participation c'est de pouvoir donner une voix aux victimes dans les procédures et de pouvoir faire en sorte que ces procédures se rapproche de la réalité, que la Cour se rapproche de la réalité des victimes et que les victimes puissent avoir une voix indépendante et quelquefois différente de celle du procureur dans les procédures. Bonsoir, je vais peut-être poser deux questions qui vont peut-être paraître très naïves, mais dans le film, on parle beaucoup de processus de paix. Et je voudrais savoir ce qui se cache derrière ce terme de processus de paix. Quand est-ce qu'on considère qu'un pays est en processus de paix et que les choses s'améliorent vraiment? Est-ce que c'est juste une baisse de la criminalité, entre guillemets? Est-ce que c'est une baisse des victimes? Voilà, donc c'est ma première question. Et après, deuxième question tout à fait très terre à terre. Je me suis posée pendant tout le film la question de savoir comment les personnes travaillant pour cette cour étaient rémunérées, comment cette cour est financée et par qui? 100 millions d'euros par an. Ça coûte pour le moment 100 millions d'euros par an. Qui paye? Vous, parce que ce sont les États partis.
Donc c'est une répartition un peu compliquée qui est fondée sur la répartition du budget de l'Organisation des Nations Unies, dont on extrait évidemment les États non partis, ce qui veut dire que la Belgique paye pour le moment un peu moins de 2% du budget chaque année. C'est pas beaucoup. Je pense qu'il faut être conscient des réalités politiques et du fait que ce genre d'institution nouvelle et révolutionnaire ne pourra vivre sa révolution que si elle le fait pas à pas. La Cour peut être saisie de 3 manières différentes. Il y a 3 canaux de saisine. 1, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour de n'importe quel crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre commis n'importe où dans le monde. Mais il faut une décision positive du Conseil de sécurité, donc il faut que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité votent en faveur ou s'abstiennent. Lorsque l'affaire du Soudan a été transférée à la Cour, contrairement à ce que laisse croire le film, parce qu'on voit la représentante des États-Unis lever la main au moment où on dit qu'on vote la résolution, en fait les États-Unis se sont abstenus, ils n'ont pas voté en faveur de la résolution. Donc si c'est le Conseil de sécurité, il y a une compétence, ce qu'on appelle chez nous en Belgique, on connaît bien, c'est une compétence universelle. 2 autres moyens de saisir la Cour: un État parti peut saisir la Cour, ou le procureur peut, de sa propre initiative, saisir la Cour. Et dans ce cas-là, il y a un critère de compétence. La Cour, dans ce cas-là, ne peut être saisie que soit de faits d'infraction commis sur le territoire d'un État parti, soit de faits infractionnels commis par le national d'un État parti. Raison pour laquelle, par exemple, la Chine n'est pas partie au statut et n'est pas un ennemi de la Cour. Parce que, comme vous savez, la Chine n'a pas une vision impérialiste hors ses frontières. Donc, dès lors qu'elle a un droit de veto au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité ne peut donc pas saisir la Cour d'une affaire concernant la Chine, parce qu'il y aura un veto chinois. La Chine n'étant pas partie, on ne peut pas saisir pour des faits commis sur son territoire. Et comme la Chine ne commet pas ce genre d'infraction, pour peu bien sûr que les Chinois commettraient des crimes contre l'humanité quelque part sur son territoire, ce que je ne m'affirme évidemment pas, représentant ici mon État, pour peu que la Chine commettrait ce genre de choses à travers son armée, ce sont des nationaux d'un État non parti, donc la Cour n'est pas partie non plus. Donc ça, c'est voilà, les avantages et les inconvénients d'une Cour créée par traité, où la compétence universelle ne peut être mise en œuvre que par le Conseil de sécurité, avec les propres limites de la Charte des Nations Unies, qui elle-même ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des 193 États partis. Vous voyez que ça, c'est pas facile. Alors la question était comment on se rend compte qu'on est arrivé à une situation de paix. C'est pas une question naïve, mais c'est une question très difficile à répondre. Cette question m'a fait penser aux questions qu'on pose parfois aux victimes et aux populations locales de ce type des pays en conflit. Quand on leur demande qu'est-ce que la paix, chaque victime a une réponse différente. De la même manière que quand on leur pose la question qu'est-ce que la justice, chaque victime a une idée différente de la justice. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au conflit en Israël, Gaza et le rapport Goldstone est très sévère vis-à-vis d'Israël et du Hamas. Apparemment, Israël s'oppose de façon définitive à toute intervention de la Cour internationale. Je voulais savoir quelle était la situation actuellement. Alors, ce rapport Goldstone, c'est un rapport d'une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a rendu récemment ce rapport. On l'appelle rapport Goldstone parce que la commission a été présidée par Richard Goldstone qui était par ailleurs le premier procureur du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Donc c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans le domaine. Et dans ce rapport, la commission a été chargée tout d'abord de faire une enquête sur les crimes commis particulièrement à Gaza,
C'est dans une période limitée dans les opérations de décembre 2008 à janvier 2009. Donc dans ce rapport, la commission arrive à la conclusion qu'il y a des crimes très graves qui ont été commis, notamment des crimes de guerre, et elle recommande que les autorités locales, donc notamment les tribunaux israéliens, mais aussi des tribunaux de l'autorité palestinienne, mènent des enquêtes et des procès au niveau national. Donc on parle encore de ce qu'on appelle la complémentarité, la justice nationale d'abord. Si les autorités locales ne font pas d'enquête et des procès, ce rapport recommande que le Conseil de sécurité saisisse la CPI. Vous pouvez bien imaginer que Israël n'était pas très content de lire ce rapport. L'autorité palestinienne a demandé au procureur de s'occuper de cette situation. Ce qui met bien évidemment le procureur dans une situation difficile, parce que pour décider s'il enquête ou pas, il doit tout d'abord décider s'il est compétent, s'il a la compétence d'agir. Et pour cela, il doit décider si l'autorité palestinienne a les capacités étatiques pour déposer une telle déclaration. Parce que d'après le statut de la CPI, donc la loi de la CPI, ce sont les États qui peuvent déposer ce type de déclaration et demander à la Cour d'intervenir.